En arrivant à ce direct, je vous ai dit que je crois vraiment que vous êtes l'un des rares experts à comprendre l'état d'esprit à Washington. Vous pouvez contribuer, vous pouvez nous aider, vous pouvez, vous savez, d'une certaine manière, expliquer ce qui se passe à Washington. Et quel est l'objectif final en Asie occidentale, que vous appelez le Moyen-Orient, en tenant compte du cas de l'Iran et de la confrontation entre les États-Unis et l'Iran. Nous savons que Benjamin Netanyahou, si je puis dire, s'il a un seul objectif majeur dans sa vie, dans sa carrière, dans sa fonction pour Israël et pour l'avenir d'Israël, pour le programme qu'il poursuit, ce serait une guerre totale entre l'Iran et les États-Unis. Est-il en train d'y parvenir en imposant ce genre de conditions absurdes? On dirait bien, Nima. Netanyahou est attaché au rêve sioniste du Grand Israël et il a utilisé avec succès l'argent et le sang américain au XXIe siècle pour éliminer les obstacles à cet objectif, des pays comme la Libye, l'Irak et la Syrie. L'obstacle restant, et toujours le plus important, c'est l'Iran. Il sait qu'Israël ne peut pas affronter les Iraniens seul, et il l'a appris pendant la courte guerre de missiles avec l'Iran. Il a donc redoublé d'efforts pour provoquer une guerre entre les États-Unis et l'Iran. Maintenant, Trump aimerait éviter cette guerre et se contenterait d'un accord selon lequel les Iraniens ne fabriqueraient pas d'armes nucléaires. Mais cela ne sert pas les objectifs de Netanyahou. Ce que Netanyahou a fait, c'est intervenir dans les négociations sur les armes nucléaires et imposer une condition supplémentaire, que l'Iran doive renoncer à ses missiles et ne puisse plus en être équipé. C'est censé être pour la protection d'Israël. Et bien sûr, cela laisse les Iraniens sans défense face à une attaque israélienne. Cela a donc mis Trump dans une position dans laquelle il ne veut pas se trouver. Nous avons appris que la manière dont Trump négocie consiste à proférer des menaces, puis, en échange d'un accord, à retirer ces menaces. C'est ce qui fonctionnait dans ses discussions avec l'Iran. Il envoie des porte-avions, tient un discours ferme, organise des réunions avec certains des derniers États-cités arabes, met la pression sur les Iraniens avec la menace d'une attaque américaine s'ils n'acceptent pas cet accord nucléaire, auquel, selon moi, les Iraniens sont tout à fait disposés à consentir. Et les Israéliens s'en sont rendus compte. Alors ils sont intervenus dans cette discussion et ont imposé une autre condition à laquelle les Iraniens ne peuvent pas consentir. Cela met Trump dans une position délicate, car il avait déclaré « pas d'accord, nous allons attaquer », et il a envoyé ses forces. Je ne pense pas que Trump ait eu réellement l'intention d'attaquer, c'était simplement sa manière de négocier. Mais il a été surpassé par Netanyahou, qui veut que toutes les négociations se déroulent pendant que des porte-avions sont déployés et que Trump a proféré ses menaces. Or, rien ne peut découler des menaces de Trump à cause de cette condition imposée par les Israéliens, une condition totalement inacceptable pour les Iraniens. Nous allons donc voir maintenant ce que Trump va faire. Est-il en train d'être piégé dans une situation où les États-Unis seraient contraints de déclencher une guerre majeure? Et Paul, pensez-vous qu'après tout, nous savons qu'aujourd'hui les deux équipes sont à Genève, les Américains et les Iraniens, avec les Omanais présents, pour servir de médiateurs dans les négociations entre eux. Pensez-vous que l'administration Trump placerait les intérêts d'Israël en priorité, qu'elle mettrait les priorités d'Israël avant tout? Ou pensez-vous qu'il pourrait encore y avoir une forme de négociation entre les deux parties qui apporterait un peu de raison à l'ensemble de la situation au Moyen-Orient? Jusqu'où, selon vous, Netanyahou peut-il pousser ou contraindre l'administration Trump?
Je pense que Netanyahou a l'avantage. Les Israéliens exercent une grande influence sur l'opinion aux États-Unis, au Congrès, et il y a aussi la volonté israélienne de provoquer une guerre ou d'impliquer les États-Unis dans une guerre avec l'Iran. Cela séduit également certains éléments du complexe militaro-industriel américain. Tous les fabricants d'armes en profitent, ils vendent plus d'armes, ils gagnent plus d'argent. Cela plaît aussi aux agences de sécurité, car cela renforce leur visibilité. Elles deviennent plus sollicitées et leur pouvoir augmente. Donc entre l'influence israélienne générale aux États-Unis, au Congrès, et le fait que l'administration Trump est essentiellement composée de sionistes, vous savez, tous ses principaux secrétaires nommés sont des sionistes, voilà la situation. Et nous avons toujours les néoconservateurs très présents dans les commentaires et la littérature en ligne. C'est un groupe redoutable qui estime que la menace musulmane doit être définitivement éliminée. Trump se retrouve donc un peu coincé entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il y a ceux qui sont prêts à tirer profit d'une guerre avec l'Iran, et de l'autre, il subit la pression de Netanyahou. Il lui serait difficile de refuser. Cependant, c'est tout à fait possible, car certains éléments de l'armée américaine sont conscients de la gravité qu'un tel conflit pourrait représenter pour les États-Unis. Les Iraniens pourraient éventuellement couler des porte-avions américains. Ce serait un coup dur pour le prestige américain. Les Iraniens pourraient éventuellement attaquer avec succès les bases américaines dans la région. Là encore, ce serait une énorme défaite pour le prestige américain. Et la conséquence de telles défaites pourrait être que les Américains commencent à parler d'utiliser des armes nucléaires. Eh bien, à quelle perspective cela conduit-il? Les Russes veulent-ils une guerre nucléaire aussi proche de leurs frontières? Veulent-ils voir encore un autre pays non allié aux États-Unis et à Israël détruit? Qu'adviendra-t-il de leur position? Et qu'en est-il de la Chine? Vous savez, la Chine finira bien par se lasser d'entrer dans un pays, d'y faire de nombreux investissements, pour ensuite voir les Américains le détruire. Vous savez, les Chinois étaient très impliqués dans le secteur pétrolier en Libye. Ils ont tout perdu là-bas, et de nouveau au Venezuela. Il semble qu'ils vont y perdre leurs investissements. Un troisième cas serait l'Iran. Ainsi, des personnes au sein de l'armée américaine capables de réfléchir tirent la sonnette d'alarme, disant que ce n'est vraiment pas une guerre dont on peut prévoir l'issue. Elle pourrait avoir des conséquences désastreuses. Et pour Israël, cela n'en vaut vraiment pas la peine. Ces risques n'en valent pas la peine. Alors, qui l'emportera? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui l'emportera. Ceux qui ont du bon sens et voient le danger, ou bien le lobby israélien, Netanyahou et les fabricants d'armes. C'est la grande question qui reste à trancher. Oui, Paul. Je pense que l'autre dimension d'une guerre entre l'Iran et les États-Unis serait le détroit d'Ormuz, qui relie le golfe Persique à la mer d'Arabie. Et nous savons que ces pays, l'Arabie saoudite, l'Irak, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, l'Iran, utilisent tous ce détroit pour exporter leur pétrole et leur gaz vers d'autres pays. En termes de flux pétroliers, cela représente environ 20% de la consommation mondiale de liquide pétrolier. Et le GNL, environ 25%. Ce sont des chiffres énormes qui influenceraient l'économie mondiale. Si l'on ajoute, Paul, non seulement le détroit d'Ormuz, mais aussi le Bab el-Mandeb en mer Rouge, cela représente encore 12% du pétrole mondial. C'est considérable. Je ne sais pas, réfléchissent-ils vraiment à l'escalade qui pourrait se produire? Et comment cela va-t-il influencer l'économie mondiale? Qui, selon toi, en souffrira le plus? Eh bien, bien sûr, les effets seraient spectaculaires. Mais je ne pense pas que les flux pétroliers jouent un rôle très important dans la décision.
La décision concerne le pouvoir d'Israël. Elle concerne la manière dont Trump prend ses décisions, et il a mis en place une situation qu'il pensait mener à un accord nucléaire avec l'Iran et à la fin de toute cette affaire. Mais Netanyahou l'a déjoué. Il se retrouve donc dans une position délicate. Peut-il faire marche arrière? À un moment donné, il pourrait y avoir des voix plus fortes au sein de l'administration Trump pour dire qu'il ne faut surtout pas risquer cette guerre. Et la principale raison ne sera pas les flux pétroliers. Ce seront les conséquences possibles pour les bases américaines, les porte-avions américains, le prestige américain. Les défaites entraînent-elles une pression pour recourir aux armes nucléaires? Si oui, quel génie cela libère-t-il de la bouteille? Quelle position la Russie doit-elle alors adopter et la Chine? Allons-nous vraiment entrer en guerre avec l'Iran? Ou allons-nous recevoir des ultimatums du Kremlin disant qu'ils ne toléreront aucune guerre nucléaire aussi près de leurs frontières et que nous ferions mieux d'y renoncer? On ne peut pas dire ce que les Russes feront. Vous savez, par le passé, ils se sont simplement retirés. Mais il se peut que ce soit l'une de ces situations dont ils ne peuvent pas se détourner. Nous voyons déjà le ministre russe des Affaires étrangères s'exprimer publiquement contre ce qui semble être l'accord imminent en Ukraine, qui est essentiellement un accord économique et qui ressemble un peu à un coup de poignard dans le dos de l'armée russe. Donc, si le ministre des Affaires étrangères s'exprime déjà à ce sujet, et s'il existe une perspective de guerre susceptible d'échapper à tout contrôle et d'avoir de graves conséquences pour la Russie, alors il pourrait intervenir ou menacer de le faire. C'est la même chose pour la Chine. Vous savez, les Chinois ont beaucoup investi, du moins en termes d'espoir, dans la nouvelle route de la soie chinoise. Eh bien, si l'Iran devient un lieu où des armes nucléaires sont utilisées, tout ce scénario est en danger. Donc tout dépend vraiment de savoir si les personnes dans l'armée américaine qui ont assez de bon sens et d'indépendance d'esprit pour réfléchir peuvent trouver le courage de s'exprimer. Alors tout cela pourrait être arrêté. Et ce serait en ce sens une défaite pour Netanyahou, ce qui est très nécessaire. Cela pourrait même amorcer un processus où, pour la première fois, les États-Unis tiendraient tête à Israël. Et si le résultat est que Trump dit à Netanyahou d'aller au diable, ce serait une grande victoire pour le monde entier, y compris pour l'Iran. Et ce résultat n'est pas impossible. Il n'est peut-être pas très probable. Mais ce n'est pas impossible. Bien sûr, les secrétaires du cabinet, le secrétaire à la défense, à la sécurité intérieure et les autres sont des sionistes, et ils ne sont probablement pas capables de penser en dehors des intérêts israéliens. Pour eux, les États-Unis et Israël ne font qu'un. Mais il y a des officiers américains instruits dans l'armée qui verraient les choses très différemment et qui diraient « Pourquoi risquons-nous notre prestige pour Israël ? Et pourquoi risquons-nous ce prestige d'une manière qui pourrait nous amener à tenter de le récupérer en attaquant l'Iran avec des armes nucléaires ? Quelles en seraient les conséquences ? Ces personnes sont plus intelligentes, plus prudentes, moins enclines à servir Israël à tout prix. Elles pourraient l'emporter. Je ne parierai pas ma vie là-dessus, mais c'est une possibilité.